Offensive pour la baisse des prix des produits de grande consommation au Cameroun, le gouvernement à pied d'œuvre. Voici donc les nouveaux tarifs de la farine, du poulet et des œufs rapportés dans les colonnes de Cameroun Tribune. Le sac de 50 kg de farine de blé va passer de 22 500 francs CFA à 21 000 et 20 500 francs CFA. L'alvéole d'œuf devrait coûter entre 1 900 et 2 100 francs CFA contre 2 500 francs et 2 700 francs CFA actuellement. Quant au poulet sorti de ferme, il sera désormais cédé en moyenne à 2 300 francs CFA. Cette nouvelle grille tarifaire, communiquée par le ministre du Commerce, cible également le fer à béton, d'après Econews. Le quotidien évoque dès lors une baisse de 2%, non sans dévoiler la stratégie gagnante de révision des prix du gouvernement. Toujours dans l'optique de la lutte contre la vie chère, le ministre du Commerce met en garde les importateurs véreux de riz. Le quotidien relève en effet que dans une correspondance adressée aux directeurs généraux des sociétés d'importation et de distribution, Luc Magloire Mbarga Tangana dénonce fermement des manœuvres dolosives qui menacent l'approvisionnement et la distribution du riz au Cameroun. L'autre mise en garde, et pas des moindres dans la presse cette semaine, vient du ministère des Enseignements secondaires qui crie, d'après Émergence, à l'inflation des cas d'abandon de postes. Plus de 1500 enseignants désertent les salles de classe pour le Canada et la Chine, souligne l'essor des abandons de postes, passe en conséquence, relève le jour, qui précise que ces fonctionnaires ont jusqu'au 7 novembre pour présenter les preuves de leur présence effective au travail. Sortons des écoles pour les hôpitaux avec cette bonne nouvelle pour les malades souffrant de l'hépatite virale C. L'un des protocoles de traitement, évalué à 100 000 francs CFA le mois, est désormais gratuit, relève Éco-Santé, qui s'en tient là, un communiqué de presse du ministre de la Santé, rendu public le 18 octobre dernier. Fin de scène pour la revue de presse. Place au débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver ce dimanche 29 octobre sur l'antenne CRTV. Je rappelle que Yaoundé accueille les 4 et 5 novembre prochains la 44e session de la conférence ministérielle de la francophonie, l'une des 3 instances consacrées par la charte de l'Organisation internationale de la francophonie, chargée de se prononcer sur les axes de l'action multilatérale francophone, d'élaborer le budget, de se prononcer sur les autres états financiers, débattre des questions liées à la promotion de la diversité culturelle et linguistique. En prélude à cette conférence, le ministre des Relations extérieures a organisé cette semaine une communication diplomatique et un colloque sur le thème « Bonne gouvernance, gage de stabilité politique, économique et culturelle pour les citoyens francophones pour une prospérité partagée ». Scène de presse est saisie de cette actualité pour mettre en débat, pour inscrire au débat de ce dimanche, les défis de l'Organisation internationale de la francophonie dans la complexité des problématiques qui structurent l'espace francophone. Et nous nous posons des questions. Quels sont les enjeux de la conférence ministérielle de l'OIF organisée à Yaoundé? Quels sont les gains possibles pour le Cameroun et pour l'Afrique centrale? Quels sont les résultats de la marche commune entre l'OIF et le Cameroun? Quelle projection faire pour la francophonie de demain? Nous bénéficions de la présence dans ce studio de Joël Hervé Ngenkam. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Aliga. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le directeur de relations avec la francophonie au ministère des Relations extérieures. Ça se prépare bien? Très bien. Voilà. En face de vous, Diane Denain. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là également. Vous êtes présidente exécutive de Eden Africa, membre de la conférence des organisations non gouvernementales de la francophonie. Merci d'être là. À côté de vous, Renaud Eboto, bonsoir. Bonsoir et merci de me faire l'amitié de m'inviter ce soir. Renaud est journaliste écrivain, analyste politique, chercheur en communication sociale. Et enfin, je présente François Aurélien Ngendia. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Aléga, et aussi un bonsoir sympathique au panel et à vos téléspectateurs. Vous suivez cette conférence, les préparatifs de cette conférence? Bien sûr, vous allez peut-être le dire, je vais créer un secret issu de diplôme lyrique, donc bien évidemment, je suis toute l'actualité relative à l'action internationale du Cameroun.
journaliste, directeur de publication de Capital Info. Merci d'être là, madame, messieurs. Merci à vous qui prenez la peine de nous regarder à la maison chaque dimanche soir. Les travaux de la 44e conférence ministérielle de la francophonie, qui se tient donc à Yaoundé, sont placés sous le thème « Bonne gouvernance, gage de stabilité politique, économique et culturelle pour les citoyens francophones ». Selon une certaine opinion, la francophonie a fait de la bonne gouvernance son cheval de bataille depuis environ 50 ans. Et depuis les pères fondateurs, le mouvement multilatéral francophone, en s'appuyant sur le partage d'une langue commune comme le trait d'union entre les États et les gouvernements membres, a toujours eu pour ambition l'adhésion de tous aux principes et valeurs universelles de paix et de bonne gouvernance dans un espace communautaire. Je le rappelais, le ministre des Relations extérieures a donné une communication diplomatique dans la salle d'apparat de son département ministériel. Il y avait là-dedans les chefs des missions diplomatiques, les chefs de postes consulaires, les représentants des organisations internationales. Il y avait les membres du gouvernement qui sont arrivés aussi pour suivre ce qui se disait. Alors, monsieur le directeur, on a bien l'impression que le Cameroun voit grand dans l'organisation de cette conférence qui s'annonce. En effet, la conférence ministérielle de la francophonie est la deuxième plus grande instance de la francophonie et le Cameroun est très très honoré d'accueillir cette instance cette année. C'est une victoire diplomatique de notre pays que nous attribuons aussi à l'initiative et à la vision de notre chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Nous, le ministère des Relations extérieures, comme vous l'avez dit, nous considérons que cette instance, son accueil au Cameroun demande la mise à disposition, la mise en exergue de toutes les capacités organisationnelles de notre pays pour pouvoir accorder aux délégués qui ont choisi la destination au Cameroun l'accueil et le séjour le plus excellent. Alors, on nous a parlé des efforts conjugués du ministère des Relations extérieures où il existe un comité d'organisation de la présidence de la République et même de l'ambassadeur du Cameroun à Paris qui est impliqué. Tout cela vous permet aujourd'hui de voir les choses arriver plus facilement. Ça se prépare très bien. Très bien, nous avons plusieurs commissions qui sont à pied d'œuvre et nous sommes vraiment à la phase finale. Tout est prêt au plan de vue de l'hébergement, des transports, de la restauration, de la sécurité, la couverture médiatique, les dispositions d'accueil et la couverture sanitaire aussi. Donc le comité d'organisation sous la supervision du ministre des Relations extérieures, son Excellence Mbela Mbela, a travaillé d'arrache-pied et nous sommes en veille en fait. Nous sommes en veille. Les délibérations de la conférence ministérielle de Yaoundé poseront bien sûr les jalons préparatoires de la 45e session ministérielle et du prochain sommet de la francophonie prévu en 2024 en France. Du point de vue de la presse, Renaud, comment comprendre l'importance qu'on accorde à cet événement? C'est tout à fait normal. Vous savez que le 19 novembre prochain, ça va faire 32 ans que le Cameroun est membre de l'OIF. Sur le plan du rayonnement de notre pays, c'est important. C'est peut-être une coïncidence. On a eu une très belle prestation au dernier jeu de la francophonie. Le Cameroun s'est classé 3e à l'issue des compétitions avec 39 médailles, donc 13 en or. Et donc maintenant le Cameroun est honoré d'accueillir cet important événement. Il faudrait donc que l'on puisse tirer profit des débats qui vont s'articuler, il me semble, autour de la gouvernance. Donc c'est une bonne chose pour notre diplomatie. Vous savez qu'il y a quand même quelques rapports des organisations internationales qui faisaient état que le Cameroun serait 24e en ce qui concerne les pays industrialisés. Derrière le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun serait le 20e pays en matière d'électrification. Derrière le Gabon, la Guinée équatoriale. C'est une bonne chose, cette organisation-là, cette CMF, pour réaffirmer notre position sur la scène internationale. Sur la scène d'abord sous-régionale, ouais. Réaffirmer le poids du Cameroun et puis sur la scène mondiale et même internationale. Pour vous, quels sont les enjeux de la CMF? CMF, c'est Conférence ministérielle de la francophonie. Les enjeux de la CMF qui est annoncée. Bien évidemment, les enjeux sont multiples. D'abord, sur le
sur le plan organisationnel, il s'agira peut-être d'évaluer le Cameroun dans sa capacité à organiser des événements de haut niveau, puisque... Mais on l'a fait par le passé, on a suivi des sommets de l'OUA, il y a plein de sommets ici. Sauf que l'OUA, c'est environ 54 États. L'Organisation internationale de la francophonie, c'est 88 États. C'est beaucoup plus grand que l'OUA, c'est davantage, beaucoup plus vaste, oui, que la CEMAC, la CAC. Donc, en principe, l'OIF se pose comme l'une des plus grandes organisations internationales aujourd'hui, avec pratiquement la moitié des États que compte l'ONU. Donc, il s'agit d'un enjeu essentiellement majeur pour le Cameroun qui doit organiser cette conférence, ou bien, oui, cette conférence d'envergure. Au-delà, il s'agit aussi pour le Cameroun de se positionner en tant que leader dans la sous-région Afrique centrale, puisque le Cameroun, bon, c'est vrai, dans les coulisses, on nous a dit que le Cameroun, le Tchad avait eu à organiser cela une fois, mais avant, on pensait que le Cameroun est le tout premier pays, mais même si c'est le cas, même si le Tchad avait déjà eu à organiser cela, il n'en demeure pas moins que le Cameroun, en 2023, au moment où l'OIF est en train d'organiser des réformes du point de vue de la numérisation, du point de vue même de l'évolution des objectifs pour lesquels il s'était fixé, il devient important pour le Cameroun d'organiser cet événement, surtout que le Cameroun, c'est au Cameroun que va sortir la feuille de route des débats qui vont se tenir à Paris en 2024. Vous voyez donc tout l'enjeu, toute l'importance qu'il y a pour le Cameroun d'organiser ce débat hautement important, aussi bien... Mais avant d'aller à Diane qui va nous répondre, la même chose, quand on regarde, on a bien l'impression que c'est beaucoup plus le sommet qu'on prépare que la conférence. Ça fait un peu peur, parce que la conférence est à Paris. Pas seulement. Nous préparons effectivement le sommet, mais la conférence ministérielle a sa place et a son rôle. C'est une instance décisionnelle parce qu'au niveau de la conférence ministérielle, nous avons par exemple 2 instruments très importants qui seront adoptés à Yaoundé, la programmation 2024-2027 de l'organisation, donc tout le plan stratégique des prochaines années. Ensuite, nous avons le budget aussi qui sera adopté et je voudrais signaler que nous avons un huis clos très important qui va avoir lieu, qui portera sur des questions de démocratie, les questions, je ne peux pas tout révéler parce que c'est un huis clos, mais des débats très très importants sur la marche de la constitutionnalité dans les pays francophones et tout ce qui se passe en ce moment, la situation politique, les évolutions politiques dans l'espace francophone. Donc c'est une conférence ministérielle, certes, elle n'est pas un sommet, mais les sujets abordés sont très importants. Je voudrais aussi souligner que le Cameroun a soumis à l'adoption des pays membres, des ministres présents, un projet de déclaration qui porte sur l'avenir de la francophonie sur le plan de la gouvernance. Donc cette déclaration pour nous a une portée importante et elle pourra influencer, donc comme le disait le précédent panéliste, les débats et les discussions de Paris. Donc cette conférence ministérielle est particulière et c'est même pourquoi le Cameroun a voulu l'entourer par d'autres activités comme le colloque qui a permis aux intellectuels, à la société civile et aux éminentes personnalités de pouvoir donner la vision et la perspective de l'Afrique francophone et particulièrement du Cameroun sur l'avenir de la francophonie. Diane, dans l'imagerie populaire, il faut savoir que la relation entre l'OIF et le Cameroun, elle est beaucoup plus abstraite. On ne voit pas très bien ce qui se fait, peut-être ça se passe au niveau des gouvernements, des États, mais pour le Camerounais lambda, apparemment vous bénéficiez des offres de l'OIF, c'est quoi? Bon, je ne vais pas dire seulement moi, parce que si je dis moi, on va dire que peut-être c'est juste un seul... Oui, on va dire peut-être, d'accord. D'accord, peut-être je vais parler, oui, de Eden Africa, oui, mais également de la COING et de la conférence des organisations internationales non gouvernementales. Je pense que ce sera encore plus globalisant. D'accord. Et peut-être avant de dire ça, je vais un tout petit peu revenir sur ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, au niveau de l'enjeu pour notre pays, justement, d'accueillir cette CMF. Les deux l'ont dit, et je crois que notre gouvernement également est plus que conscient de l'importance et des enjeux qui sont sur la table.
Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le ministère des Relations extérieures, au-delà justement des structures qui sont déjà établies de ses propres services, il a mis sur pied un conseil scientifique justement pour pouvoir regrouper un certain nombre d'acteurs pertinents pour travailler justement à faire des propositions assez innovantes pour cette CMF-là, d'où justement l'organisation de ce colloque, d'où également la revue Francophonia qui va être publiée, d'où également le forum de la jeunesse et de la société civile, qui sont les 3 activités majeures retenues par le conseil scientifique du ministère des Relations extérieures, et le forum en lui-même, ce sera mardi prochain. Alors, Eden Africa est associé à... Absolument, je suis membre en fait du conseil scientifique de l'organisation de cette CMF-là, donc à ce titre-là. Et pour vous dire justement que ma présence d'ailleurs dans cette structure, certainement, elle a peut-être été influencée justement de par les actions que nous menons sur le terrain, parce que nous travaillons avec la direction de la francophonie du ministère des Relations extérieures depuis plusieurs années. Et pour nous, au-delà de Eden Africa, au Cameroun, on a 8 organisations qui sont accréditées à la conférence des organisations internationales non gouvernementales de la francophonie. Nous mettons en œuvre des projets concrets. Donc là, on va parler de concret parce que ce ne sera pas de l'abstrait. Il y a plusieurs projets et programmes de l'OIF dont le Cameroun est bénéficiaire à travers ces organisations. Il y a notamment le fonds de la francophonie avec elle, qui soutient l'autonomisation des femmes. Nous, on a été bénéficiaires en 2021, comme plusieurs autres organisations. Et là, il s'agit véritablement d'appuyer l'autonomisation des femmes. Il y a également le fonds de soutien aux activités des objectifs de développement durable. Et ça aussi, c'est un projet également dont nous sommes bénéficiaires, comme plusieurs autres organisations. Et là-bas, nous, on est en train d'installer plutôt une mini unité de production et de fabrication des briques de terre comprimées pour justement promouvoir les constructions écologiques. Ça, c'est du concret. Il y a également le projet, et là, le directeur certainement est mieux impliqué là-dedans que moi. Il y a également le projet de le PDTE, justement là-bas, qui soutient la recherche action, on va dire. Donc, qui soutient, qui finance aussi bien les structures de recherche, qui produisent des innovations et qui sont sur le marché. Et là, il y a plusieurs structures, que ce soit privées ou publiques, qui sont également bénéficiaires, dont l'ENSAI, par exemple, de Ngaoundéré. On a ici à Yaoundé, on a l'IRAD, on a l'école polytechnique de Douala de Yaoundé. On a plusieurs structures comme ça, en fait. Donc, parce que vous voyez, le creuset également de notre développement économique va être au niveau de nos centres de recherche. De se dire qu'on ne va pas être en train d'utiliser les productions des autres, mais on va être également un environnement qui produit lui-même justement ses savoirs et qui vont être multipliés dans son environnement. Et c'est ça la beauté en fait de ce projet-là, par exemple. Mais la presse, très souvent, ne nous relaie pas ces actions concrètes. Renaud, on se limite à attendre les observateurs venant de la francophonie pendant les élections pour nous dire ils sont là. On ne sent pas beaucoup ce relais des actions, de la relation entre l'OIF et... Mais heureusement, la CATV relaie. Et ça, je vous rassure que la CATV relaie. Je vais vous dire la CATV relaie. Puisque, par exemple, pour la couverture, et le directeur de la francophonie a participé à ça, pour, par exemple, le feedback sur les réalisations concrètes et l'impact sur le terrain, la CATV était au premier rang, justement, et on a toutes vos couvertures là-dedans. La CATV n'est pas la presse camerounaise. Non, y compris la Cameroun Tribune, y compris Le Jour, y compris Mutation. Ce n'était pas que la presse écrite, il y avait la presse également web qui également participe dans ces actions-là. Donc, peut-être que l'effet n'est pas très important, n'est pas encore très bien, et peut-être la presse justement contribuera à relayer davantage. Oui, mais la presse ne va pas créer l'information. Ça veut dire que l'impact n'est pas encore vraiment visible et tangible sur le terrain, tout simplement. Il faudrait... On ne nous associe pas beaucoup plus. On ne nous associe pas. Il y a des médias qu'on a pu la citer, les médias, mais on ne sait pas qu'il y a d'autres... Et vous devez aussi chercher l'information. Merci. Oui. Bon, vous allez voir, peut-être à Captain Info, il y aura toujours, on travaille toujours sur des questions pareilles. Sauf que il faut parfois aussi qu'on nous associe sur le terrain. Parce que vous allez voir, peut-être je vais trahir un secret, la presse ne vit pas de la manne qui tombe du ciel. On peut chercher l'information, on peut courir à gauche, on peut fouiller les livres, mais parfois si lorsqu'on nous associe à cela, on nous appelle, ça fait aussi vivre la presse, parce que lorsqu'on voit Capital Info à la certitude comme ça, bien, dans un truc comme le CMF, ça fait grandeur. On connaît la Capital Renaud, Info. lui, parle d'un impact qui n'est pas visible sur le terrain. C'est-à-dire que entre l'OIF et le Cameroun, il y a des choses qui se font, mais l'impact n'est pas visible sur le terrain. C'est peut-être... Bien sûr. Laisser passer ça ne justifierait peut-être pas ma présence sur ce plateau, parce qu'on va dire, maintenant on va parler de visible sur le terrain, on va parler peut-être d'échelle.
et d'unité de mesure. Je pense que peut-être c'est à ce niveau-là qu'on va dire qu'il n'est pas mis dans son environnement. Parce que dans les environnements concernés et sur les zones bénéficiaires, par exemple, on pouvait faire une étude là-dessus, vous pouvez faire une enquête là-dessus, vous en tant que journaliste, justement, pour voir effectivement qu'il y a des réalisations concrètes. Au-delà de ce qu'on va dire que ce n'est pas visible, peut-être à grande échelle encore, mais ça se construit et ça se voit déjà. Et peut-être en termes d'effets à moyen ou à long terme, peut-être vous verrez ça. Peut-être vous parlez déjà de voir que c'est étendu sur tout le Cameroun. Peut-être pas encore sur tout le Cameroun, mais sur les zones concernées et avec les moyens disponibles, justement, ça se fait et ça se voit. Et le bon côté, justement, dans ces projets-là, c'est que ça soutient l'action. Quand je vous ai parlé, par exemple, de ce projet pour la recherche-action-là, c'est en relation avec, ça soutient l'action du MINRESI. Quand je vous ai parlé, par exemple, du projet Briques Vertes avec les ODD, là, ça soutient, par exemple, l'action du MINEPDEP. Et là, on travaille toujours avec eux pour se dire, nous, on appuie l'action, y compris avec les actions de la Micro-Malo. Et ça, c'est la bonne relation, justement, qu'on met en place. Je voudrais dire, pour aller dans le sens de Madame Dena, qu'il faut voir la francophonie dans sa globalité. Nous avons d'abord l'Organisation internationale de la francophonie qui appuie, comme elle le dit, les projets communautaires avec des appuis directs. Ils peuvent soumissionner à des appels à projets et il y en a beaucoup. Il y a dans le domaine de la culture, cette année seulement, l'OIF a accompagné une dizaine de cinéastes camerounais qui, dans leurs œuvres, dans la production, ils ont soumissionné à des appels pour des financements et des financements assez importants pour leur réalisation. Si vous sortez de l'OIF, l'organe central, vous avez autour de l'OIF beaucoup d'organisations qui appuient le Cameroun. Vous avez la Conféges. La Conféges appuie des initiatives pour favoriser l'entrepreneuriat. La Conféges accompagne les sportifs camerounais dans des stages, dans la participation à des compétitions. Si vous laissez le côté jeunesse et sport, vous allez dans le côté universitaire, tout le monde va vous parler de l'AUF, les campus numériques. Ce que l'AUF fait avec les universités, crée des écosystèmes d'entrepreneuriat et de formation dans les universités. Cela, nous le savons, beaucoup d'universités du Cameroun ont été accompagnées par l'OIF. Et beaucoup de gens parlent de la francophonie, ne parlent que des bourses. Parce que pour les étudiants, c'est le plus important. C'est visible, c'est sensible. Et ce matin, il y a quelques heures, juste, monsieur le directeur, que l'AUF, justement, vous parlez de l'AUF, a présenté les 100 startups. Comme je l'ai dit, c'était cet après-midi, c'est terminé à 13h, a présenté les 100 startups et nous avons contribué d'ailleurs dans le processus de sélection justement de ces startups-là, présenter justement les 100 startups qui vont bénéficier justement d'un autre accompagnement maintenant sur la durée. Et ça, c'est encore des réalisations concrètes. En même temps, si vous permettez, je vois que jusque-là, on reste vraiment dans l'abstrait. Parce qu'effectivement, on peut bien citer, on dit la Conféges, vous l'avez dit, on dit c'est le domaine des sports. Oui, si vraiment il est clair qu'on connaît peut-être l'AUF au niveau des étudiants et des bourses. Mais si vous allez peut-être en Guelmoundroit quelque part, je ne sais pas où, allez parler de l'OIF, on ne connaît même pas. Même quand il y a des élections, on ne sait même pas qui sont les observateurs de l'OIF parce que généralement on les recrute chez les Camerounais qui ont fait. On ne sait même pas que l'OIF fait cela. En principe, il y a vraiment un travail de communication qui ne se fait vraiment pas. Il y a peut-être, en fait, c'est peut-être une problème des politiques publiques au Cameroun et en Afrique où les résultats se mesurent en amont uniquement et on ne regarde pas ce qui se passe en aval. Donc, je crois que c'est un problème global qu'il faudrait peut-être revoir. Le regroupement francophone annoncé à Yaoundé traduit du point de vue du ministre des Relations extérieures, une fois de plus, la confiance dont jouit le Cameroun dans les divers cercles de solidarité. Il l'a dit. Regardons le ministre Mbela Mbela au sorti de l'ouverture du colloque au campus de l'IRIC. La rencontre ministérielle permet aux pays membres de se pencher sur les questions institutionnelles, sur le fonctionnement d'abord de l'organisation. De deux, de se pencher sur le thème, afin que les problèmes définis par ce thème puissent être examinés par les États membres. Et notre enjeu, c'est l'avenir, la francophonie de l'avenir. Il est question de mettre le citoyen francophone au centre de tous les défis économiques, politiques, c'est tout. Ce qui fait la singularité de l'OIF, c'est le fait qu'elle est l'une des rares organisations à toucher aux confins des 5 continents, à asseoir à la même table les pays parmi les plus riches et parmi les plus pauvres de la planète, dans un total respect de ce principe du droit international, trop souvent bafoué. Un État, une voix. C'est, dit-on, la seule organisation à accueillir, à côté des États souverains,
des gouvernements participants et l'originalité de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est que c'est la seule organisation parvenue à un état d'achèvement à s'être construite autour du partage d'une langue et des valeurs. L'OIF est donc cette forme d'association qui tend à s'imposer autour d'autres cultures, tant la culture est devenue un enjeu éminemment politique, bien plus un enjeu pour la sécurité et la paix. Alors, la conférence se tient à Yaoundé et au centre, la bonne gouvernance. C'est un sujet de débat profond. On s'en tirera à bon compte, Cameroun? S'en tirer à bon compte, ça suppose qu'il y a un pays qui est mis en procès. Je ne pense pas. Oui, puisque le président de la République, tout le temps, il nous le rappelle, il faut respecter les principes de bonne gouvernance, et il le dit, donc c'est un problème pour notre pays. Et nous allons accueillir donc des étrangers qui viendront un tout petit peu regarder, même si ce n'est pas officiellement cela, regarder ce qu'on fait ici. Je pense que le Cameroun, comme tous les pays en transition depuis plusieurs dizaines d'années, évolue sur les plans de la gouvernance à un rythme qui peut être diversement apprécié. Mais des efforts sont faits, des institutions sont mises en place, des capacités sont renforcées, le peuple de plus en plus est conscient de sa responsabilité et la gouvernance, c'est une affaire du partage, c'est tout le monde qui est impliqué dans la gouvernance. Il ne s'agit pas simplement de mettre d'un côté. Si par exemple on parle du processus électoral et que des personnes ne participent aux élections, n'y croient pas, n'ont pas de carte d'électeur, il ne peut pas avoir de gouvernance. Donc c'est un jeu où tout le monde doit participer. Donc je pense que l'évaluation de nos avancées en matière de gouvernance peut être diversement appréciée parce que c'est une progression, c'est quelque chose qui doit évoluer progressivement. Et les efforts sont faits, il y a toujours des critiques, il y a toujours des avancées possibles. Donc je pense que la conférence ministérielle de la francophonie qui se tient au Cameroun renforce justement cette volonté affichée par le gouvernement de mettre la gouvernance au cœur de ses priorités. C'est pourquoi, de commun accord avec l'OIF, nous avons choisi cette thématique pour dire à la communauté internationale que nous n'avons pas de peur, nous n'avons pas honte de discuter de ces questions-là. On pense que c'est la direction à suivre, même si on peut dire qu'il y a des difficultés qui sont liées peut-être à notre histoire, à notre culture, au fait aussi que parfois la participation de tous les acteurs à ce processus de promotion de la gouvernance n'est pas toujours celle qu'elle est, mais c'est la direction que l'on est appelé à suivre. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Bénéficiaire des offres de l'OIF, fatalement, Diane partage ce point de vue, la bonne gouvernance. On en parle au Cameroun, on avance quand même. On avance. Et au travers de cette conférence ministérielle, on n'aura pas beaucoup de choses à voir. On avance et je crois que quand on suit, comme moi, et j'ai pris l'habitude de suivre les discours de notre chef de l'État depuis de nombreuses années, depuis l'âge où j'ai commencé à regarder la CRTV. Et ça veut dire à 10 ans. C'est bien, vous aimez la CRTV, c'est très bien. Oui, oui. Parce que la CRTV a sa place. Merci. Et il y a un type d'information qu'on retrouve seulement à la CRTV. Je disais donc que quand j'ai pris l'habitude, et j'ai pris chaque année, de suivre les discours du chef de l'État, et parfois sur certaines périodes, certaines 10 février, j'ai dû commenter certains de ces discours sur certains plateaux télé. Je me suis rendu compte qu'il y a une évolution également dans l'écriture de ces discours-là et qui était justement en phase avec l'évolution de notre société. Et si je peux dire quelque chose aujourd'hui, parlant justement de la bonne gouvernance, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on est passé d'un système où l'État devait faire des choses à un système où le chef de l'État nous dit non, en fait, nous sommes co-responsables du devenir de ce pays. Et on est passé justement où l'État devait faire s'y rendre compte de ça, mais après, depuis certaines années maintenant, le chef de l'État dit non, en réalité, il ne s'agit pas que de l'État. Votre responsabilité est engagée justement dans la transformation, si on veut dire, structurelle de notre économie pour faire un lien avec la SND 30. Avec la SND 30. Vous bénéficiez des offres de l'OIF. Oui. Et vous devez implémenter cela sur le terrain. Vous travaillez avec des jeunes, avec des femmes, etc. Est-ce que dans votre relation avec les administrations, avec les autres acteurs, vous vous rendez compte que cette bonne gouvernance dont on parle aujourd'hui, elle existe déjà à ce niveau, au point de vous permettre
de faire exactement ce que vous voulez faire? Elle est à améliorer. Je veux dire, elle est à améliorer parce que on sera toujours dans un processus d'amélioration continue. Elle est améliorée, mais au moins ce que j'ai vu qui est de positif, et là c'est certainement l'aura de l'OIF, c'est que dès qu'on vient avec un projet Eden Africa, il y a des projets que nous mettons en œuvre sans financement étranger ou qui venant de l'extérieur. Quand on met nos propres projets, quand tu as écrit simplement lettre, papier en tête Eden Africa, etc., tu vas envoyer. Il y a une différence de traitement, par exemple, quand tu fais ça et quand tu mets en bas projet avec financement de l'OIF et tu mets le logo de l'OIF, etc. En fait, l'aura de l'OIF également permet de porter et de faciliter la communication au niveau de certains services. Par contre, effectivement, il y aura toujours des personnes et des structures, et nous, on a vécu ça dans plusieurs environnements, où, justement, quand vous avez dit financement de l'OIF, la personne estime que, en fait, l'argent qu'on vous a donné, vous devez venir partager ça avec lui. On lui dit non, mais c'est de l'argent qu'on doit justifier. Donc là aussi, il y a également ce type d'interlocuteur qu'on rencontre sur le terrain. Donc, en fait, c'est dans tous les cas, mais l'idée aussi, c'est de se dire qu'on est dans un environnement en construction. Et dans cet environnement en construction-là, on est dans un processus. C'est vraiment, j'ai trouvé ça quand même intéressant que les problèmes de gouvernance soient mis sur la table au cours de cette CMF. Vous savez, les problèmes de gouvernance, tous les pays, quasiment tous les pays d'Afrique noire francophone les connaissent. Ils sont finalement consubstantiels à la création de ces États. Donc c'est pratiquement un héritage colonial. Donc que l'on puisse mettre les problèmes de gouvernance sur la table, on pourra même réfléchir sur la création même de nos États. On pourra réfléchir même sur le système francophone. Parce qu'on constate bien que les parties anglaises de notre continent en Afrique progressent un peu mieux. Donc je crois que mettre ces problèmes de gouvernance sur la table permettrait d'avoir une vision plus large sur la suite, l'avenir. Est-ce que avec l'OIF, le Cameroun continuera en étant gagnant? Est-ce qu'avec l'OIF, on pourra justement atteindre nos objectifs de développement ou alors nos objectifs d'imposition, etc. Donc ce sera une bonne chose que de parler de ce problème de gouvernance-là durant cette CMF. La gouvernance, la bonne gouvernance avec au centre de l'action le citoyen. Oui, bien sûr. Alors, quand on parle de la bonne gouvernance, le directeur a dit tout à l'heure qu'ils n'ont pas peur en choisissant le thème sur la gouvernance. C'est pour prouver qu'on n'a pas peur. C'est pas eux qui l'ont choisi, hein, monsieur le directeur. En acceptant, c'est choisi de commun accord. Voilà. Alors, en acceptant que cela, les travaux au Cameroun soient faits autour de ce thème-là, c'est parce qu'ils n'ont pas peur. À la vérité, moi, je pense que c'est un coup magistral que l'OIF s'apprête à donner au Cameroun. Vous allez me permettre de sortir des pistes. J'arrive, s'il vous plaît. J'arrive. Il s'agit de la CMF. J'arrive. À la vérité, vous regardez le contexte. Le Cameroun organise des élections, notamment les élections présidentielles d'ici 2025. Nous connaissons le contexte dans lequel cela sera organisé. Et il y a deux crises au Cameroun. La crise au Nozo, la crise au nord, à l'extrême nord. On sait que l'OIF est entré dans les solutions, dans la recherche des appels, des crises. On le sait. Nous avons d'autres crises en gestation. L'OTS, on ne peut pas en parler, a signifié quoi? Mais ça, c'est des politiques internes, l'OTS. Effectivement, mais sauf que lorsqu'on parle de la gouvernance implique tous ces trucs-là. La gouvernance, c'est quoi? C'est l'ensemble d'éléments mis à l'intérieur d'une assiette pour mieux gouverner un État. Ça implique plusieurs acteurs, l'État, la société civile et autres. Alors, toutes ces choses-là, lorsqu'on pense là, de manière globalisée, avec tous les enjeux, les défis que le Cameroun doit affronter, notamment on comprend pourquoi la gouvernance sera discutée au Cameroun, parce qu'il faudra peut-être, au-delà du Cameroun, les pays de l'Afrique centrale, recentrer les pays de l'Afrique centrale autour même des véritables concepts de la gouvernance. C'est quoi la gouvernance? Comment mettre le citoyen lambda au centre des politiques publiques? C'est autant, voilà pourquoi je parle d'un cours magistral. L'OIF n'a aucun cours magistral dans nos Cameroun. Il me semble que la diplomatie camerounaise est assez étoffée. On a des gens très aguerris au ministère des Relations extérieures. Notre diplomatie a fait ses preuves avec l'affaire Bakassi, etc. L'OIF n'a aucune leçon à nous donner. En fait, les problèmes de gouvernance que nous connaissons dans notre pays, le Cameroun, on a l'impression qu'il y a une main noire sur notre pays. C'est-à-dire que les politiques publiques sont mises... Non, c'est une réalité. Les politiques publiques sont mises en place pour justement juguler ces problèmes de gouvernance, mais malheureusement, on n'y arrive pas. Vous avez parlé des crises Boko Haram, etc., mais où ces gens prennent les armes. Le Cameroun vient de signer un accord militaire avec l'Algérie.
Vous voyez un peu dans quel sens nous sommes en train d'aller pour pouvoir justement juguler ces crises-là. Donc l'OIF n'a aucune leçon magistrale à donner au Cameroun. Et ce ne serait même pas l'intérêt. Qui a dit que l'OIF venait donner une leçon magistrale au niveau du Cameroun? Il s'agit de la conférence ministérielle de la francophonie. On sait quand même que l'OIF, c'est un mouvement de pression aussi. Bien sûr, et c'est normal. Ça, on ne peut pas le nier. Et il ne s'agit pas, c'est pas le procès du Cameroun. Le directeur l'a dit tout à l'heure. On ne vient pas faire le procès du Cameroun. Non, franchement, on ne vient pas appeler à la barre le Cameroun. Je pense que peut-être qu'il faut... On exagère un peu en mettant l'accent sur le Cameroun, sur les États membres, qui ont le même problème que le Cameroun. Donc je disais qu'il est question, comme vous le dites, d'examiner et de discuter comment ensemble nous pouvons mettre la bonne gouvernance au cœur de nos priorités afin que le citoyen francophone, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Vietnam, que ce soit au Canada ou en Belgique, que le citoyen francophone se sent bien. En fait, c'est ça l'objectif. Et je pense que sur ce plan-là, le Cameroun est devenu un pays de débat. C'est ce que je pense d'abord. Et le débat, même la contestation, la discussion fait partie de la gouvernance. Vous avez pris le cas de l'OTS. C'est quelque chose que peut-être il y a plusieurs années, on n'aurait pas imaginé. Aujourd'hui, ces mouvements, ils portent des revendications légitimes, des choses parfois qui ne marchent pas, et nous sommes tous d'accord qu'elles n'ont pas marché, mais le pays, le gouvernement est réceptif de toutes ces revendications, est réceptif de toutes ces observations, et des changements sont opérés. Et ça aussi, ça fait partie de la gouvernance. Parce que depuis le mouvement OTS, puisqu'on parle de celui-là, il y a 1, 2, 3 ans, il y a des évolutions. Même pour cette année, il y a des évolutions. Ça signifie que le dialogue déjà entre les citoyens et la population et l'État s'est fait. Ça signifie qu'il y a des changements qui s'opèrent. Moi, je suis convaincu que le Cameroun d'aujourd'hui, il est ouvert avec les réseaux sociaux, avec les débats qui se font à tous les niveaux, et l'État est attentif, l'État écoute, et les changements sont opérés. Donc, c'est un État qui est de plus en plus à l'écoute des populations, c'est un État qui répond aux préoccupations. Il y a des débats qui se font et personne, vous êtes témoin ici, vous recevez, et vous, sur ce plateau, des débats les plus inimaginables qu'on n'aurait pas pu avoir il y a peut-être une dizaine d'années. Et avec des personnes, avec des positions très contradictoires où le gouvernement, les responsables des administrations sont obligés de s'expliquer. Ça, c'est quelque chose qui améliore la gouvernance. Et les fruits, nous pouvons les voir. Donc, il faut savoir que nous partons d'une situation où des problèmes sont énormes, mais nous sommes dans un processus et de plus en plus, on voit des solutions. On voit des solutions, mais si vous voulez regarder surtout les problèmes, vous avez l'impression que ça n'est parce que les problèmes sont énormes. Mais chaque fois qu'on pose des problèmes, des solutions commencent à être initiées. Et pour initier et opérer ces changements, il faut des moyens qui parfois ne sont pas là. Mais je pense que le fait que le gouvernement accepte que l'on discute de la gouvernance au Cameroun et que l'orientation de la gouvernance au sein de la francophonie parte du Cameroun, signifie que nous assumons nous aussi ce choix. Abdi Diouf, dans un article publié en 2008, je rappelle qu'Abdi Diouf a été secrétaire général de l'OIF, et dans la revue internationale et stratégique, il écrit, je cite, « On ne saurait envisager l'avenir de la francophonie en la dissociant de celui du monde. Ce serait tout à la fois une erreur de perception et de stratégie. Erreur de perception, tout d'abord, parce qu'aujourd'hui, déjà, la francophonie est résolument ancrée dans les réalités du monde contemporain, pleinement conscient des enjeux et des défis auxquels nous sommes confrontés. Erreur de perception, ensuite, parce que la francophonie aujourd'hui, déjà, n'est pas une organisation qui vit en autarcie, mais une organisation qui travaille en étroit partenariat avec l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, le Commonwealth, la Ligue des États arabes, ainsi qu'avec les autres aires linguistico-culturelles. Erreur de stratégie, enfin, parce que les missions de la francophonie devront continuer à évoluer avec le monde et que nous ne savons pas aujourd'hui ce que le contexte sera demain. Alors ça, c'est en 2008. Hein. Il le dit en 2008. C'est la même réalité aujourd'hui. Je vous pose la question. C'est la même vérité, en fait. C'est la même vérité. Oui, on va dire c'est la même vérité. Cette déclaration de M. Abdou Diouf est réelle. Et c'est encore vrai aujourd'hui, de se dire qu'effectivement, je crois que c'est justement l'un des mots qui est revenu dans le discours officiel, justement, dans le discours public en fait de cette CMF, c'est-à-dire construire ou co-construire carrément un environnement francophone de prospérité partagée. Je crois que ça rejoint exactement ça. Donc, en fait, il a vu en 2008
il y a eu beaucoup d'évolutions. Dites-vous bien, on sera en 2008 en train d'avoir cette émission et autres, vous allez encore comprendre que la francophonie sera encore plus abstraite qu'aujourd'hui. La francophonie est passée au-delà de simplement de promouvoir la démocratie, l'usage du français, etc. On est passé de cette francophonie linguistique à une francophonie économique. Et vous allez voir justement que la francophonie également a muté, a évolué pour s'arrimer justement aux réalités des différents espaces francophones. Pour vous dire qu'effectivement, on ne pourrait pas dissocier, et c'est pour cette raison justement que la francophonie est consciente de ça, et elle évolue, et elle s'adapte justement. Donc pour moi, c'est aussi vrai aujourd'hui. Séverin, je vous ferai remarquer que la francophonie est née le 20 mars 1970, où à Niamey. Vous connaissez la situation de ce pays actuellement. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Vous comprenez que, en fait, l'Afrique ne se retrouvera plus vraiment dans l'espace francophone. Parce qu'on est en train de bien comprendre que l'Afrique devrait aller vers d'autres horizons. On parlait il y a quelques semaines des BRICS. Maintenant, on pense à la zone anglaise. Vous savez que le dollar reste la monnaie et l'anglais reste la langue du business. Donc c'est vers là qu'il faut aller désormais, vous voyez. Donc la francophonie tend à perdre un peu sa place en Afrique parce qu'il y a comme un désamour en réalité des Africains vis-à-vis de la langue française ou alors de la France, pays qui abrite le siège de l'OIF. Mais je dois dire que la francophonie a tout intérêt à miser sur l'Afrique parce que l'Afrique est le continent qui, d'ici l'horizon 2050, va de plus, enfin, la population sera plus croissante. Donc la francophonie a grand intérêt à revoir ses positions, d'où justement ce colloque sur le thème de la bonne gouvernance. Donc la francophonie a tout intérêt à se réinventer en Afrique parce que d'ici 2050, l'Afrique c'est le continent de l'avenir. Alors, je voulais dire que le discours du président Abdou Diouf encore a une part de vérité, mais qui pose quand même quelques limites. La vérité, pourquoi? Parce que nous sommes partis, Madame la Présidente l'a dit, nous sommes partis d'un mouvement essentiellement culturel ayant pour objectif, ambition de promouvoir la langue française. On va peut-être revenir dans le contexte, mon confrère le disait tout à l'heure, de la naissance de la francophonie, et pour épouser d'autres contours comme la politique avec la bonne gouvernance, pas la gouvernance, la sécurité, la paix. La francophonie est engagée, répondant à l'appel de Kofi Annan, je crois que c'est 1994. La francophonie est aujourd'hui engagée dans plusieurs opérations de maintien de paix, aussi bien en Afrique que partout dans le monde. Mais il y a quand même une limite. Une limite, c'est que partout où la francophonie se trouve, c'est d'abord la langue. Parce que vous allez voir que même sur les opérations de maintien de paix, on va dire quoi, les observateurs ou bien les membres, on va dire ça comme ça, de la francophonie ont d'abord pour rôle d'apprendre ou bien d'enseigner le français aux acteurs présents, que ce soit les militaires ou bien la population. Vous voyez donc que peut-être qu'Abdou Diouf avait raison, mais il faut quand même dire qu'il prêchait dans sa chapelle. Il fallait bien qu'il dise cela pour qu'on puisse avoir de la sympathie pour cette organisation qui reste, au-delà de tout, une organisation culturelle dans un contexte où la langue participe d'un soft power. Mais on se souvient aussi de cette sortie de Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre français, qui se plaignait quand même que on voyait les officiels français, par exemple ceux qui sont au FMI, à des occasions rares, par exemple des organisations internationales, je ne sais pas quoi, qui se permettaient de parler en anglais et non en français, alors que le français est reconnu comme la langue de travail au plan international. D'ailleurs, le président gabonais, lorsqu'il lançait son cri d'alerte récemment, c'était en anglais. Hein. Je voudrais dire que la francophonie vit dans un environnement, c'est une organisation qui évolue dans un environnement qui se transforme. Je ne pense pas qu'aucune organisation n'a de défi. L'Union africaine a aussi ses défis, l'Union européenne a ses défis, les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies a des défis, le Commonwealth a des défis. Donc la francophonie ou l'Organisation internationale de la francophonie a ses défis comme toutes les autres organisations, mais il y aura toujours des constances. Il y aura toujours des constances et l'apport de cette organisation sera toujours valorisé. Nous, dans l'Organisation internationale de la francophonie, vous serez surpris,
vous ne trouvez pas ça dans d'autres organisations. Vous avez 27 pays observateurs, 27 pays observateurs dont le lien avec l'univers francophone n'est pas évident. Et pourquoi ces pays souhaitent être associés à ce projet? C'est parce qu'ils comprennent la pertinence de la francophonie. Et je devrais aussi dire que derrière la langue, dans les relations internationales, il y a aussi une diversité de visions. Vous ne pouvez pas être dans un environnement où il n'y a qu'une seule culture, et ce n'est pas sain pour la scène internationale. Une seule vision pour l'économie, pour la paix, pour la culture, pour la créativité. On ne peut pas vivre dans un monde où on n'a qu'une seule culture. Donc les pays du monde, beaucoup de pays ont compris l'importance d'avoir des organisations qui font une espèce de contrepoids. Et c'est pourquoi ils soutiennent ce projet. Parce que derrière chaque organisation, il y a des niches que cette organisation préserve. Nous avons évoqué le sujet relatif au drame survenu en Bankolo dimanche dernier. C'était à la suite des décisions prises par le ministre Henri Eyebayissi, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. L'une des décisions constate la nullité d'un titre foncier établi de manière frauduleuse et l'autre rectifie la superficie d'un autre titre foncier sur le site sinistré. Pour ce soir, nous proposons la réaction du patriarche Gilbert Timévouna, président du conseil régional du centre, et c'est un ancien délégué du gouvernement. Il a eu à être le patron de la ville de Yaoundé. Regardons. Contrairement à ce que les gens parlent de lac artificiel, il ne s'agit nullement de ça. Il s'agit d'une base semi-enterrée qui avait l'avantage d'alimenter la ville en eau. Quand j'ai été nommé délégué du gouvernement de la ville de Yaoundé, j'ai entrepris des opérations de déguerpissement. Il restait Bankolo. Mais entre-temps, j'avais déjà mis des croix là-bas. Et les populations savaient pourquoi on leur demandait de partir. On y a même un procès qui a été intenté contre moi à Genève. Donc, comme quoi je violais les droits de l'homme et chassais les gens de leur maison et tout, en leur disant qu'ils rentraient chez eux. Il y a des souches qui sont là au ministère des Relations extérieures. On peut les retrouver. Donc, ils sont là. Ils sont dans l'illégalité. Toute cette zone avait été déclarée zone verte. Donc, inconstructible. Le titre foncier que le ministre Milcab avait délivré n'oblige pas le délégué du gouvernement pour donner un permis de construire. C'est le délégué du gouvernement qui fournit le certificat d'urbanisme, qui précise ce qu'on peut faire dans cet endroit. Il dit que dans toute cette affaire, l'artisan dans une ville, c'est le maire de la ville. J'ai déjà eu à dire ça au maire de la ville. Je l'ai appelé ici au bureau. Je lui ai dit, le travail du maire, ce n'est pas au bureau, c'est sur le terrain. Il faut surveiller. Et il s'agit de dire qu'à partir de maintenant, on ne construit plus dans telle zone. Qu'on bloque d'abord. Si on réussit à bloquer, alors on peut commencer à regarder derrière pour voir ce qu'on peut faire pour ceux qui sont installés. Et je vous dis, pour faire ce travail, il faut être quelqu'un d'engagé à la ville, à la tête de la ville. Il n'y a pas de sentiment là. Il n'y a pas de bavardage. Un bon politicien, disait Winston Churchill, est celui qui est capable de prédire l'avenir et qui, par la suite, est également capable d'expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées comme il avait prédit. Madame, Messieurs, évoquons le lien entre l'espace francophone et la sécurité internationale, notamment en Afrique. L'OIF est la faune, elle se fait entendre, elle fait encore peur, elle reste un acteur influent des relations internationales, c'est toujours une force de proposition pour mieux exercer sa magistrature d'influence dans les instances internationales. La situation que nous vivons en Afrique de l'Ouest
et ailleurs aussi. L'OIF, on ne l'entend pas beaucoup. Je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'OIF parle, peut-être que vous ne l'entendez pas, je ne vais pas dire que vous devez chercher l'information, mais l'information est là. Si vous voulez avoir des informations sur l'OIF, d'abord a toute une chaîne de télévision qui est un opérateur. Quelle est la position de l'OIF sur la situation en Afrique de l'Ouest? Qui est TV5. Sur les coups d'État, etc. Qui est TV5, qui relaie. Donc, je dirais, quand vous dites l'OIF et AFON, je posais la question, je ne l'ai pas dit. Par rapport à une autre organisation, je ne veux pas citer les autres organisations ici, mais l'OIF a une chaîne de télévision. Donc, elle n'est pas AFON. Elle parle et cette chaîne de télévision relaie beaucoup parce que le secrétaire général est de temps en temps invité sur les plateaux. Les communicants de l'OIF sont sur les plateaux. Au-delà de cela, comme toute organisation internationale, l'OIF a des mécanismes pour se prononcer devant des situations. Quand il y a une situation, l'OIF prend... La première chose, c'est la voix du secrétaire général qui prend une déclaration. Et si vous allez sur le site internet, à travers la communication de l'OIF, il y a toutes ces déclarations. Ensuite, vous avez des instances qui statuent sur ces situations. Donc, sur toutes ces situations, les instances de l'OIF, notamment la commission politique, statuent et prennent des décisions. Nous avons 2 pays membres africains qui, pour le moment, sont suspendus. 3 pays, pour être plus précis, qui sont suspendus. Mais la 3e étape, c'est l'OIF engage des processus d'ouverture, les bons offices, pour résoudre les situations. Et tout cela est fait au niveau de l'OIF. Et comme je disais, dans un environnement dominé parfois par, et c'est ça le problème de la diversité, dominé parfois par certains médias, il y a parfois la difficulté de se faire entendre. Et là, c'est l'un des problèmes justement que l'OIF essaie de résoudre parce qu'il faut que d'autres voix se fassent entendre sur des questions internationales. Et c'est pourquoi des organisations alternatives aux organisations dominantes doivent exister pour pouvoir porter ces voix-là. Donc l'OIF, sur tous ces problèmes, agit, rappelle les principes, prend des déclarations et même prend des sanctions. Alors, moi, ce que je peux dire sur le sujet, c'est que les récents événements en Afrique de l'Ouest sont un indicateur de ce que peut-être l'OIF parle, mais l'OIF ne se fait plus entendre. Ou alors le message ne passe plus. Parce qu'on constate bien qu'il y a une perte de vitesse en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Est-ce que l'OIF est chef d'État bis dans ces États-là? Oui, mais l'OIF, le principal État, c'est la France. Vous le savez, c'est le français, ce sont les États francophones. Donc vous fusionnez le français et l'OIF, c'est ça? Mais l'OIF, c'est une association. La promotion de la langue française, la promotion de la culture. À travers cette nuance, hein. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai du mal à suivre, en fait, parce qu'on ne va pas fusionner. La France, c'est un État membre de l'OIF. Et l'OIF, c'est une organisation... Non, oui, allez-y, pardon. Merci. L'OIF, c'est une organisation d'État. C'est une association. Nous, par exemple, Eden Africa, nous sommes une association de membres, avec des membres ici et des membres ailleurs. À la COUNG, nous sommes une association encore avec un nombre d'organisations de la société civile. Et parfois, justement, quand il y a ces crises comme ça, nous, par exemple, au niveau de la COUNG, on fait parfois des notes écoutes pour envoyer à l'OIF, puisqu'on ne se prononce pas directement. On peut demander que la société civile francophone demande que vous prononcez sur ceci ou cela, on fait des propositions. Mais allez tout de suite faire la conclusion que l'OIF et la France, ce serait la même chose. J'avoue qu'on aurait du mal à suivre, en fait. C'est vrai que peut-être que le confrère aurait dû commencer par faire une sorte d'historique de la naissance de l'OIF tout à l'heure. On dit l'OIF naît en 1970 lors du sommet de Hanoï. C'est ça, oui. Par qui? Léopold Sédar Senghor et 2 ou 3 autres présidents. Qui était Léopold Sédar Senghor en Afrique? L'ambassadeur de la République française, l'ambassadeur de la colonisation française en Afrique occidentale française. Vous voyez le lien? Oui. Non. J'arrive, s'il vous plaît. J'arrive. Donc, vous comprenez. Et maintenant, l'année 1970. 1970, c'est quoi? C'est 10 années après les indépendances des pays africains. C'est-à-dire, on connaît cette phrase-là du professeur Daniel Aboua qui dit « Lorsque la France quittait les pays africains, par la porte, elle s'est assurée de revenir par la fenêtre. » C'est-à-dire quoi? Le néocolonialisme. La France se met dans une position comme en 1939,
à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, où les États, pour éviter les chocs économiques, commencent à créer des zones économiques, notamment la zone franc qui naît en 1939. C'est-à-dire, pour que la France ne puisse pas perdre sa force ou bien sa puissance en Afrique, elle crée une sorte d'organisation. Oui, mais la question c'est, face au contexte international, on n'entend pas beaucoup l'OIF. L'historique c'est bien, mais c'est quand même une association qui avait une certaine influence. Moi, je me rappelle, quand les élections avaient eu lieu au Cameroun, on attendait le communiqué des observateurs de l'OIF. On l'attendait. Non, il est important quand même de dire certaines choses, parce que nous sommes un média public et il est important que l'émission d'un média, c'est aussi de sensibiliser et d'éduquer. Et je pense que nous sommes, c'est normal aussi, nous sommes traversés par beaucoup de courants en Afrique en ce moment, et c'est normal parce que nous nous interrogeons, nous sommes arrivés à un état de maturité où nous posons des questions. C'est comme un enfant. On dit la première réaction de l'enfant quand il commence à parler, c'est de dire non. Et il s'affirme. Et quand on devient adolescent, il y a encore d'autres phénomènes. Donc, dans notre évolution, c'est normal qu'on s'interroge sur certaines choses. Quelle que soit l'histoire du début de l'organisation, vous pouvez transformer une organisation qui, à l'origine, servait un intérêt, de transformer en une organisation qui sert aux intérêts. Donc, aujourd'hui, comme Madame l'a dit, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est environ 30 pays membres qui sont africains, avec un poids économique, avec une population, avec des cultures, parce que il faut savoir qu'au niveau de la francophonie aujourd'hui, c'est promotion de la langue et de la diversité culturelle. Il y a des programmes qui sont été élaborés pour la promotion des langues nationales et qui sont même au Cameroun en ce moment en train d'être mises en œuvre. Donc nous, si l'histoire est là, c'est vrai, mais l'histoire, nous pouvons, nous aujourd'hui, et ça peut aller au-delà même de l'OIF, nous pouvons contrôler notre histoire. C'est pas parce que nous sommes nés, par exemple, on nous a appris à parler l'anglais ou le français et tout. Ça peut devenir pour nous des instruments pour reprendre la place des maîtres. Vous connaissez la dialectique, qu'on dit la dialectique du maître et de l'esclave. Donc, il ne faut pas qu'on reste toujours dans un langage toujours tiers-mondiste et de dominé et de soumis qu'on perpétue dans les... C'est vrai qu'il y a une réalité, mais il faut tenir aussi des langages d'émancipation et que cette émancipation demande que les populations puissent prendre en main ce qu'ils ont et les transformer en force. Il ne s'agit pas toujours de rejeter tout ce qui vient de l'extérieur. Aujourd'hui, si je prends même dans le cas de l'Église, l'Église est venue d'ailleurs, mais aujourd'hui, l'Église, c'est l'Afrique. Les églises, c'est l'Afrique, la foi, c'est l'Afrique, pour ne parler que de cet exemple-là. Et aujourd'hui, nous pouvons prendre et nous pouvons déterminer la marche du monde à partir des institutions et des mécanismes mis en place avant nous par d'autres personnes. Mais nous les prenons, nous les utilisons et nous déterminons la marche du monde. Et c'est ça le rôle que l'Afrique doit jouer aujourd'hui. Si vous me permettez, nous n'avons rien contre l'OIF, vous voyez. L'OIF fait tout ce que vous avez dit, mais le problème c'est que nous au Cameroun on a des objectifs de développement à très court terme. On a le DSE, on a etc. La SND 30 à très court terme. Nous sommes en 2023, la SND 30 c'est dans 7 ans, juste 7 ans. Donc il est important pour notre pays d'opérer les choix économiques les plus décisifs pour justement ne pas être en retard en 2030. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que l'OIF empêche, est-ce que les programmes peut-être mis en œuvre par l'OIF pour contribuer justement à cette SND 30, sachant que l'OIF a d'ailleurs accompagné même la mise en place de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat au niveau du Cameroun, l'OIF a accompagné plusieurs autres programmes comme ça de l'État, donc accompagner l'État dans ce sens-là. Est-ce que le fait de travailler avec l'OIF serait un frein pour travailler avec un autre partenaire? Je ne crois pas. Non, pas du tout. Voilà, pas du tout. Donc, on se dit que même dans les objectifs, là, saisissons, parce que vous disiez tout à l'heure que allons vers les partenaires où... Mais nous sommes là, tous ces partenaires-là sont là, mais saisissons ce que chaque partenaire nous apporte. Moi, c'est ça le truc. Saisissons ce que chaque partenaire nous apporte, voyons ce qui correspond à nos réalités, à nos besoins, mais utilisons ça. On aura une palette d'opportunités. Le nouveau cadre stratégique de l'OIF fixé à l'horizon 2030 permet de mettre en mouvement l'ensemble des domaines d'intervention de la francophonie qui doit s'ouvrir à des coopérations innovantes combinant plaidoyer politique et initiatives de solidarité exemplaires et reproductibles.
Dans cette perspective, l'éducation, la formation, le développement durable et l'économie figurent au rang des priorités. Je voudrais vous entendre sur l'OIF de demain. L'OIF de l'avenir. La francophonie de l'avenir. La francophonie de l'avenir, c'est d'abord la réalité. La réalité, c'est de comprendre que peut-être 70% des citoyens francophones sont des jeunes. Donc cet avenir-là, c'est déjà aussi présent. C'est comprendre que peut-être 40% de la francophonie se trouve en Afrique. C'est comprendre que les ressources minières, financières, intellectuelles, le nombre de docteurs qu'on produit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, le nombre de thèses, la recherche se passe en Afrique, le nombre de laboratoires qui sont créés, c'est ça la francophonie de l'avenir. C'est de parler de cette francophonie à partir des acquis que nous avons dans le présent. Et avoir pleinement conscience de ces acquis, de ces atouts, pour pouvoir envisager les opportunités du futur. En fait, c'est cela. Donc, c'est cette réalité, savoir que ce sont des jeunes, c'est savoir que ce sont des Africains, c'est savoir que les ressources, que ce soit économiques ou minières ou environnementales, sont logées sur ce continent. Et savoir que l'avenir, la francophonie de l'avenir, c'est la francophonie qui prend son avenir en Afrique. Donc l'avenir de la francophonie, c'est l'Afrique, en réalité. La francophonie de demain, un modèle. Il faudra plus de solidarité entre les États. Il faudra mettre un peu plus l'accent sur le développement économique de ces États. Il faudrait un peu plus d'interventionnisme et d'échange sur le plan militaire, parce que vous savez, il l'a dit, nous avons des problèmes au Nozo, nous avons des problèmes à l'extrême nord, il faudrait plus d'échanges. Donc il faudrait une francophonie qui change complètement de paradigme pour pouvoir justement répondre à ces défis qui attendent des pays en voie de développement comme le nôtre, tout simplement. Et davantage justement quand il parle de plus de développement économique, je crois qu'on y va un peu plus en fait. Au-delà du fait que déjà même dans la structure de l'OIF, il y a déjà une direction de la francophonie économique et numérique et qui développe de plus en plus d'ailleurs des missions économiques entre nos États et les autres États ailleurs et qui accompagne aussi bien financièrement nos entreprises et nos entrepreneurs locaux. Je crois que ça contribue et ça participe justement de cette francophonie économique-là. Et comme je l'ai dit, c'est que l'OIF mute. L'OIF évolue pour répondre justement aux besoins identifiés au sein de cet espace-là. Et quand je parle de l'OIF, il s'agit de nous d'ailleurs qui sont au sein de l'OIF, il s'agit de nous, nos États, je veux dire, qui sont au niveau de cette OIF-là et qui influencent la programmation de l'OIF. On va adopter dans quelques jours justement la prochaine programmation 2024-2027. Effectivement, c'est le fruit de quoi? C'est le fruit de tout, c'est une co-construction en fait justement de ce que nous États, de ce que nous sociétés civiles, parce que même au niveau de la COING, je suis présidente de la commission économie numérique et développement durable, on a contribué à proposer justement cette programmation-là. Je voudrais ajouter, s'il vous plaît, avant peut-être que juste compléter un tout petit peu, dire que la francophonie de l'avenir doit aussi être une francophonie plurielle. Donc, ils tiennent compte en réalité... Avec des changements au niveau de l'élection du secrétaire général, on sait que c'est souvent un sujet... Justement, pluriel, parce qu'il y a plusieurs perspectives. Et justement, pour sortir, parce que c'est légitime aussi ce que les observateurs disent, qu'il y a un certain... il y a des restes du néocolonialisme, si on veut dire. On doit le reconnaître. Et une façon de reconnaître, c'est accepter qu'il y a une francophonie plurielle. Et que les trajectoires parfois ne peuvent pas être les mêmes. C'est pourquoi il y a des positionnements par rapport même à certaines situations politiques dans des pays qui doivent être gérés avec des approches différentes pour éviter, par exemple, de radicaliser certaines opinions publiques et faire que des groupes, des pans entiers de la francophonie se désolidarisent du projet. Donc elle doit être plurielle. Je voulais terminer en disant qu'elle doit aussi intégrer fortement la dimension genre. Parce que, comme j'ai parlé de la francophonie, c'est beaucoup de jeunes, c'est aussi beaucoup de femmes. Et les problèmes de développement en Afrique, particulièrement, touchent particulièrement les femmes. Et il faudrait que l'on se planche davantage dessus. Alors, la francophonie de demain pourrait être un modèle si et seulement si elle venait à se débarrasser de son vêtement linguistique et culturel. Vous savez, dans un contexte où le sentiment anti-français est de plus en plus en évolution, vous comprenez le lien maintenant entre la France et la francophonie.
Vous comprenez maintenant? Non, mais je sais que le lien, il existe. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Sentiment français et de plus si la francophonie venait à se débarrasser de son vêtement culturel, peut-être qu'il serait beaucoup plus fort. Il serait beaucoup plus... Bon, peut-être aussi que la francophonie est en train de comprendre cela, parce que je n'ai jamais compris comment la secrétaire générale actuelle de la francophonie serait issue d'un pays qui parle beaucoup plus anglais que le français. Vous voyez, peut-être que la francophonie commence à comprendre qu'il faut conjuguer les efforts avec les autres et peut-être aussi laisser cet aspect culturel. Surtout que sur le plan culturel, il y a des pratiques que nous n'acceptons pas dans notre pays. Le président Mesdames, messieurs, et nous les préservons. Nous préservons nos pratiques et l'OIF respecte ça. Et nous, justement, on est une francophonie décomplexée. Nous arrivons au terme de cette édition de Scène de Presse. Merci à vous, chers invités, madame. Diane, j'aimerais vous revoir ici sur le plateau pour parler de la francophonie. Mais avec plaisir. Et pas seulement. Et pas seulement. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur, d'être venu. C'est pas facile. Vous continuez la préparation de cette conférence. Ce sera un succès pour le Cameroun. Et vous rappelez qu'il y a le forum de la jeunesse et la société civile mardi 31 octobre. L'une des dernières activités en prélude à la CMF à l'IRIC à 8h. On va s'en occuper. Voilà. Merci. Merci beaucoup, François Aurélien. Merci, Renaud. Merci. Bonne suite des programmes sur la CRTV à dimanche. Je suis plaît à Dieu.